Tu te tiens sur le toit d'une tour de contrôle à l'aéroport. Tu vois un énorme avion qui se prépare à atterrir. Il passe en trombe au-dessus de ta tête, mais tu n'entends que le sifflement du vent. Le premier bruit que fasse l'avion est le rèclement des pneus sur l'asphalte. La raison en est que cet avion géant fonctionne à l'électricité. Il n'a pas besoin de brûler des tonnes de carburant. Et le bruit qu'il fait en survolant la ville n'attire pas l'attention des passants. Mais les ingénieurs prévoient que les avions entièrement électriques n'apparaîtront pas avant 2 bonnes décennies. Pour l'instant, le 787 Dreamliner, qui peut transporter 310 passagers et qui n'émet aucune pollution, reste un doux rêve pour les concepteurs. Remontons le temps jusqu'à il y a 140 ans. En 1883, un passionné d'aviation français a réalisé le tout premier vol électrique. Il a équipé son dirigeable d'un moteur à l'électricité. Le problème était que ce moteur pesait autant qu'une grosse moto. Le dirigeable ne pouvait donc pas voler sur de longues distances, ni transporter de nombreux passagers. Bon, revenons à notre époque. Le problème du poids des moteurs et des batteries n'est toujours pas résolu. Un demi-kilogramme de carburant ordinaire pour avion contient 60 fois plus d'énergie qu'un demi-kilogramme de batterie, même la plus avancée. Il faudrait donc multiplier par 60 la contenance du réservoir de l'avion et le remplir de batterie. Mais voilà, l'avion est devenu bien plus lourd et il peut à peine décoller. Nous devons donc en retirer beaucoup de choses nécessaires, comme plusieurs rangées de sièges, les toilettes et toutes les boissons et collations, afin d'alléger un peu son poids. Maintenant, on installe d'autres batteries dans tous les endroits vides. L'avion est conçu pour décoller avec un réservoir plein et atterrir presque à vide. Sinon, son train d'atterrissage ne supporterait pas la charge et se briserait au contact du sol. Donc si l'avion doit effectuer un atterrissage d'urgence juste après le décollage, il devra tourner au-dessus de l'aéroport jusqu'à ce qu'il ait consommé suffisamment de carburant. Il n'est autorisé à atterrir que lorsqu'il a atteint un certain poids. Mais avec des batteries, le poids de l'avion ne changerait pas pendant le vol. Les concepteurs devaient donc trouver une autre solution. Conduisons ce petit avion monomoteur dans un hangar et enlevons son vieux moteur à essence, le système d'échappement et le réservoir de carburant. Remplaçons-les par un moteur électrique qui est beaucoup plus petit et plus léger. Remplissons tous les espaces libres de batterie. Le poids de la version finale de l'avion doit rester exactement le même que celui de l'avion original. Donc maintenant, il peut décoller et voler sans problème, mais il ne peut le faire que sur de courtes distances. Et c'est un énorme avantage des avions électriques. Environ la moitié des vols dans le monde sont inférieurs à 805 km. Il y a beaucoup de vols sur de telles distances, de New York à Washington DC ou de Détroit à Toronto. C'est moins de 322 km. On trouve d'énormes avions de passagers qui effectuent ces vols. Ils décollent, prennent de l'altitude puis atterrissent immédiatement. Utiliser des brûleurs à gaz sur de si courtes distances, c'est comme mettre un énorme monte-charge dans une maison à 2 étages. Ce n'est pas rentable et cela n'a pas vraiment de sens. Tous les avions conventionnels du monde émettent environ 1 milliard de tonnes de CO2 par an. À eux tous. Nous pouvons donc réduire de moitié les dommages causés à l'environnement en utilisant plutôt des avions électriques. De nombreux concepteurs tentent de convertir certains avions traditionnels en modèles électriques. Par exemple, le Cessna 208B E-Caravan. Cet avion de tourisme normal de 9 places utilise désormais un moteur électrique. Et depuis 2020, il est en cours de certification. Cela signifie que chaque boulon et chaque fil de l'avion est testé pour la sécurité. Ce processus pourrait prendre des années. Le S-19 est un avion quadrimoteur, entièrement électrique. Sa carlingue en aluminium le rend extrêmement léger. Bien que son coût unitaire soit d'environ 8,8 millions de dollars, son entretien revient à 90% de moins que les avions ordinaires. Et l'énergie électrique pour l'avion lui-même est 50 à 75% moins chère que le carburant standard. Il pourra couvrir des distances d'environ 354 km. Il est idéal pour se déplacer en Europe ou entre des îles éloignées. Et il peut utiliser des pistes d'atterrissage aussi courtes que 762 mètres. Étant donné que ces avions sont pratiquement silencieux, les aéroports pourraient être construits à proximité des centres-villes. Cela réduirait presque de moitié la durée des voyages. Aviation Alice a fait un nouveau pas vers le futur. Cet avion de 9 places est presque entièrement constitué de matériaux composites et propulsé par 3 moteurs. Sa forme de bateau inversée et sa queue en V rendent son aérodynamisme parfait. Il est aussi long qu'un bus scolaire et son envergure est aussi large qu'un terrain de basket. Sa masse maximale au décollage est équivalente à celle de 2 SUV. 60% de ce poids sont des batteries. Cela lui donne la capacité de voler sur des distances d'environ 998 km. C'est plus que la distance entre New York et Détroit. Le meilleur atout de l'Aviation Alice est son aspect économique. Faire voler 9 passagers et 2 membres d'équipage à pleine vitesse coûtera environ $200 par heure.
Pour les avions conventionnels de la même classe, comme les Cessna et Beechcraft, ce chiffre serait environ 5 fois plus élevé. Le problème des vols de courte distance peut être résolu par un réseau d'aérodromes abandonnés aux États-Unis. Il y a près de 2000 de ces derniers et environ 5000 aéroports publics. Chacun d'eux peut être équipé d'une station de recharge, comme une station-service. Une demi-heure passée à une station de recharge pour Alice équivaudrait à 1 heure passée dans les airs. Ainsi, pendant que les passagers descendent et montent et que leurs bagages sont chargés, l'avion peut accumuler suffisamment d'énergie pour voler. Ainsi, les petits avions conviennent pour un taxi aérien ou un jet privé. Mais il faut au moins 20 avions, comme l'Aviation Alice, pour remplacer un véritable Boeing 737 de 180 passagers. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient, et un peu plus d'1 minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les 2 moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite, 2 secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piqué, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser ? C'est alors que le miracle de Gottrora s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver ? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme, à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé, refroidi pendant le vol, à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière, où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. 1 heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit. Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus.
Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé ». Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ses moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des deux côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtension en divers endroits, et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote, sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux. Mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit, au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gottrora, dans l'Uppland, en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». 7 secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km/h. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en trois. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers.